Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, les dirigeants soudanais ont donc accepté de livrer l'ancien président Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale pour répondre aux accusations de génocide et de crimes de guerre. C'est une cour d'appel en France qui a condamné le vice-président de la Guinée équatoriale à une amende de 30 millions d'euros, soit l'équivalent à peu près de 33 millions de dollars pour avoir utilisé l'argent public pour financer son train de vie somptueux. Et c'est l'Union européenne qui s'est dite prête à contribuer à un dialogue inclusif par l'annonce de la tenue d'un référendum constitutionnel en Guinée-Conakry. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous réfléchirons donc dans la réflexion, nous réfléchirons sur le vote, c'est une démarche citoyenne qui est un droit, mais dont certaines populations françaises n'ont pas souvent l'habitude d'en user, mais qui aujourd'hui semblent aujourd'hui s'y intéresser. On fera dans le cas des ultramarins qui, le 29 janvier dernier, donc, ont organisé dans cette rencontre à l'INSEC de Lyon, entre les communautés ultramarines qui étaient portées par la Maison des Outre-mer. Et en face, c'était donc les candidats ou leurs représentants à la métropole de Lyon et également dans la mairie. Avec nous dans ce studio, nous sommes avec donc une sympathique équipe qui nous est venue encore à la Maison des Outre-mer parce que là semble quand même assez bien organisé cette fois-ci. Face à moi, c'est Loïc Laplan. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Pour le mieux, je reviens d'un long voyage d'Afrique d'ailleurs pour le coup d'Abidjan, donc de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Alors, en préparant cette émission, certains, c'était avec ceux qui nous écoutent souvent, qui sont observateurs aussi avertis de la chose politique, en fait, de la vie politique dans le Lyonnais, m'interrogeaient en disant, mais comment est-ce possible que Loïc Laplan, qui donne l'impression d'être suffisamment intelligent, a pu offrir de cette façon, en fait, sa communauté aux politiques? Comment vous répondez à cela, Loïc Laplan? Je ne pensais pas qu'elle allait tomber d'un coup d'un seul, cette question, mais je vais tenter d'y répondre. Offrir, c'est le mot, est fort, mais à son intérêt, la question a son intérêt. Je ne pense pas nous n'avons pas offert la Maison des Outre-mer n'a pas offert son électorat. Un représentant d'un candidat m'a dit qu'on avait convoqué les candidats. Donc je lui ai répondu que nous avons convoqué personne, nous les avons invités. Et nous avons invité aussi notre communauté pour le coup, en retour, afin qu'il y ait une rencontre et un échange. Bien. Loïc, c'est pas des pics lancés, mais c'est en fait une observation et il est important pour nous en fait d'en débattre sans tabou. Donc, je laisse donc le son à Loïc Laplan est le président donc, de la Maison des Outre-mer du Lyonnais, de pouvoir présenter son équipe. On commencera par ma droite. Donc, il s'agit de Malcolm, un de nos éminents émissaires,
ambassadeur, ouvrier spécialisé sur des questions bien précises. Et donc, non, c'est un élément qui est devenu central et sur lequel nous nous appuyons énormément. Bonsoir Malcolm. Bonsoir. Tous ces titres, c'est de la flatterie ou bien vous avez tous ces rôles-là au sein de la Maison des Outre-mer? Je ne sais pas si c'est de la flatterie. Après, si Monsieur le Président le dit, j'accepte et je le remercie de toute cette gratitude. Bien. À la droite de Malcolm, c'est une dame. Oui, nous avons Tricia. Donc Tricia, vous voulez une femme. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est pas nous voulons. Le souhait pour nous dans cette émission, c'est aussi de voir en fait la parité. Il est important de voir des femmes qui prennent la parole dans ce milieu. Je ne sais pas si c'est un tort qu'on vous a fait. En fait, si vous voulez, nous avons d'éminents leaders ultramarins. Et je dis toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais derrière chaque grande femme, il y a une autre femme. Et là, en l'occurrence, Tricia fait partie c'est un élément représentatif de nos femmes leaders ultramarines. Bonsoir Tricia. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est notre devoir. Donc, quel est le rôle de Tricia dans votre organisation? Donc Tricia, c'est, disons, je ne vais pas dire manifester, mais c'est sincèrement, c'est, disons, lors de l'événement, illustré. Et c'était pas une première. Lors de notre émission l'année dernière, le 23 mai 2019, elle a posé des questions très 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 pertinentes en tant que spectatrice. Elle avait été invitée comme à l'Assemblée pour venir écouter d'autres femmes aspirantes ultramarines. Et elle avait déjà attiré mon oreille. Et après le regard, attirer l'oreille avant le regard. Et effectivement, je lui ai demandé de venir dans l'organisation, dans le staff, le comité de pilotage aussi également. Et donc, c'est une raison logique qu'elle soit présente ce soir. Merci donc Tricia d'être là. Donc à côté de Tricia, il y a un élément que nous connaissons déjà, c'est M. David Favel. Bonsoir M. David Favel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être là ce soir. Il y a des questions qui vous seront aussi adressées. C'est bien d'être venu. J'aurais aimé que par exemple Marie-Claude qui est souvent là, nous aurions aimé. Elle est en route. Très bien. Alors, très bien. Donc merci d'être là. Également, apparemment, il y a un jeune. Il y a une volonté au sein de la MOM de pouvoir renouveler l'équipe. Oui, les jeunes sont aussi sont le futur. La jeune génération est le futur et elle est caractérisée par l'excellence. Et nous avons ce soir Ludoni qui, lui, pour moi, est, disons, l'exemple même, le modèle même de l'excellence, la jeunesse. Louis, je vous trouve ce soir assez flatteur. C'est pour vous faire parler de quelque chose, parce qu'habituellement, c'est pas toujours le cas chez vous. Habituellement, le reproche que j'ai souvent fait, c'est que vous faites un peu le monarque, mais ce soir, vous êtes assez flatteur. Comment expliquer cela? Vas-y. Je vais répondre à ma question, Loïc qui n'a pas suivi parce qu'il n'avait pas son casque. Il disait, je vous trouve assez flatteur ce soir. Habituellement, vous faites le monarque. Et c'était même, vous ont même fait le reproche d'être toujours un président assez... Oui, un monarque déchu. Donc, je ne l'aime pas dit. Je vous trouve assez flatteur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Très flatteur, non, parce que je suis très 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 heureux de la participation active de nos membres et du comité de pilotage qui a fait de cet événement un succès. C'est un succès. Très bien, voilà. On aura compris. Donc en fait, Loïc ce soir est en train de savourer donc en fait, on va dire quoi, le succès du 29 et le jeune qui semble donc très excellent comme l'a dit Ludovic. Bonsoir monsieur le jeune. Bonsoir Noël. Comment vous appelez? Ludoni. Ludoni, enchanté. Comment allez-vous? Très bien, très heureux d'être ici. Depuis combien de temps vous êtes dans la MOM? Depuis on va dire un an. Enfin, j'ai intégré la MOM en tant qu'adhérent. Dans le micro s'il vous plaît. Plus près. Voilà. J'ai intégré la MOM en tant qu'adhérent il y a à peu près un an. Oui. Et je suis membre actif, disons, depuis 3-4 mois à peu près. Merci d'être là ce soir donc. Merci.
Donc là, ça va être dans la deuxième partie de notre magazine, mais bien avant cela, nous avons une jeune chef d'entreprise qui nous vient. Et elle est Sanpriote, j'ai dit sous son contrôle si je me trompe, Sanpriote, donc qui est venue nous parler de son projet de création d'entreprise dans le domaine de la restauration. Bonsoir Madame Wittmeyer. Bonsoir. Plus près du micro s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, merci. De ce que je sais, vous êtes en train de créer, donc vous mettez sur pied en fait un restaurant dans la Loire, c'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes Sanpriote, lyonnaise d'habitude, et vous allez créer une structure de ce côté-là. Comment expliquer cela? Tout simplement parce que j'ai cherché autour de moi, c'est-à-dire à Lyon, pour ouvrir un restaurant-bar. Ça a été impossible parce que c'était tellement onéreux au niveau des locaux de restauration. Sachant quand même que lorsqu'on est on cherche un local commercial et qu'on s'adresse aux propriétaires, aux propriétaires, aux agences qui s'occupent de ça, parce que généralement ce sont des agences qui sont spécialisées pour des locaux commerciaux. Tout ce qu'on vous demande d'abord, c'est vous avez combien? Quel est votre rapport? Ça semble logique. Oui. Quel est votre rapport? Alors, avant même que vous leur expliquez le projet que vous avez. Et vous n'avez pas d'apport, vous, c'est ça? Non, c'est pas que je n'avais pas d'apport. Quelle est la difficulté et c'est quoi donc la difficulté que vous voulez relever à ce niveau? C'est le fait de ne pas te présenter d'abord le produit et de mettre en avant l'apport. D'accord. Donc, en substance, ici, ceux qui sont dans les agences et autres, en fait, commencez tout de suite à douter de vous, de votre capacité à présenter un apport. C'est ce que vous dites alors? Oui, tout à fait. Très bien. On va découvrir en fait votre parcours d'enfant de chef d'entreprise, créatrice d'entreprise dans le domaine de la restauration. À mes auditeurs, merci d'être des nôtres ce soir. Pour vous remercier aussi à vous tous, invités qui êtes dans ce studio et ceux qui vont nous rejoindre dans quelques instants, nous allons vous proposer cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Simananga obaluke et ça n'a rien coûté, ça langa bien mon pépé yango na zelate luka moto ya kokani nanga oyo na kuti ya kwananga ite ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o sermato katana kina miswa baninga tomato liboso bebisi kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani na ngai oyo na moni ya kwana ngai te ebele yango ya mibali oyo na kuti na yo yete o mama yete o yete o yete o yete o yete o yete o sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo motindelo beli okomi nango nakobomba
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez donc les bienvenus. Rapidement, quelques brèves en provenance du continent annoncé donc en titre l'Union européenne pour un dialogue inclusif en Guinée-Conakry. Donc, c'est cette union donc qui s'est dite prête à contribuer à un dialogue inclusif après l'annonce de la tenue d'un référendum constitutionnel. Rappelons donc en fait depuis plusieurs mois, les Guinéens sont dans la rue parce qu'ils dénoncent une volonté du chef d'État guinéen en fait de pouvoir retoquer, pas seulement l'expression, la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Une cour d'appel en France donc a condamné le vice-président de la Guinée équatoriale à une amende de 30 millions d'euros, pardonnez du peu, ce qui serait à peu près 33 millions de dollars, pour avoir utilisé l'argent public pour financer donc son train de vie somptueux. Théodore Obiang, 50 ans, avait contesté sa condamnation de 2017 pour détournement de fonds, mais le tribunal lui a infligé une peine plus lourde encore, refusant de suspendre l'amende. Ce sont les dirigeants donc sud-soudanais donc qui ont accepté de livrer l'ancien président Omar al-Béchir à la Cour pénale internationale pour répondre aux accusations de génocide et des crimes de guerre. Cet engagement a été pris lors des pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles de la région du Darfour. Et donc, je me tourne vers nos officiers du studio pour ceux qui se joignent à nous qu'à cet instant. Nous sommes avec un studio avec une équipe fort sympathique qui nous vient de la MOM, qui est très régulière en fait dans nos studios, ce qui n'est pas un tort. Comme quoi il y a une volonté de communiquer. Ce soir, en fait, on essaiera d'en savoir davantage sur cet événement qui a eu lieu le 29 janvier dernier, au cours duquel, selon certains observateurs, en fait, la MOM m'a offert, parce que mon expression, c'est pas la mienne, en fait, donc, voilà, c'est un électorat au candidat, le président qui veut réagir. Ce n'est pas de moi, j'y remonter simplement, en fait, ce que certains pensent, et ce soir, on espère effectivement que la MOM nous dira le contraire. Une fois de plus, bonsoir, donc, Loïc Laplagne. Bonsoir, rebonsoir. Voilà, vous êtes venu donc avec votre équipe qui va rapidement représenter et prendre le bonsoir pour ceux qui sont à nous. Donc, vous avez dit c'est Monsieur Mentor, c'est bien cela. Exactement. Qui est membre actif, je dirais, comme ça avec mes mots, de la Maison des Outre-mer. À la droite donc de Malcolm, c'est Trisha. Bonsoir Trisha. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. En prenant cette émission, en fait, vous nous disiez que vous avez fait un peu de la radio, c'est cela? Oui. C'est qu'il s'entend effectivement que le président Loïc Laplagne a su choisir dans son équipe qui venait prendre la parole ce soir. On espère qu'on aura un bel échange. J'espère aussi. Alors, à côté de vous, il s'appelle David Favel, que nous connaissons déjà. Bonsoir David. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Le président, il est là, il voulait réagir. Et donc, j'étais en train de dire que, voilà, l'explication, on l'a eu, une partie, et on va en débattre ce soir, en fait, pour comprendre le bien fondé de la rencontre. Une fois de plus, bonsoir Loïc Laplagne. Bonsoir, bonsoir. Et donc, c'est un jeune qui nous avons le plaisir de recevoir pour une première fois, il s'appelle Ludonis. Oui, c'est cela, bonsoir. C'est la jeune garde. On peut dire ça. Très bien. Et donc, on va entamer donc cette première partie avec une jeune dame, chef d'entreprise, en fait, qui a ouvert. Votre restaurant, il est ouvert ou pas du tout, madame? Il ouvre le 15 février. Donc, samedi prochain, oui. au lendemain de la Saint-Valentin. Ah, tout à fait. Il y a un lien ou pas du tout? On peut le dire, oui. Bien. C'est en quelque sorte le rattrapage pour ceux qui n'ont pas eu le temps, tout simplement, de le célébrer avec leur dulciné pour le 14. D'accord. C'est un restaurant préservé aux amoureux ou pas du tout? Ou c'est tout public? Oh, c'est tout public quand même. Tout public. Ah, bah, oui. Bien. Pour commencer par le commencement, vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de créer une entreprise dans le domaine de la restauration? Tout simplement parce que c'est un domaine que je connaissais déjà depuis. C'est-à-dire au Cameroun, il y a ma maman qui avait un bar.
Et ça fait donc que pendant les vacances, nous étions jeunes, donc on l'aidait dans ce bar. Et en même temps, nous avions nos petits commerces qui pouvaient nous ramener quelque chose pour pour la rentrée. C'est-à-dire, on faisait du poisson braisé. Et voilà, au niveau devant la devanture du bar, on faisait aussi des œufs. On faisait cuire des œufs que les gens pouvaient manger avec du piment. Voilà. Est-ce que c'est évident aujourd'hui avec, je veux dire, une entreprise au Cameroun, ce que vous dites, c'est un peu dans l'informel. On est d'accord. On est bien d'accord. Et venir créer une entreprise, on sait que c'est pas tout à fait évident. Il y a des démarches sur le point de vue juridique, sur le point de vue comptable et tout ce qui va avec, administratif. Est-ce que c'est évident de partir de cette expérience dont vous nous parlez et de créer une entreprise aujourd'hui? Non, c'est pas évident. En passant, moi aussi, j'avais un restaurant au Cameroun. J'avais un restaurant que j'ai géré pendant 5 ans avant d'arriver ici en France. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé directement par la restauration, en fait, parce que c'est la porte qui m'a été ouverte tout de suite, à peine un mois arrivé. Donc, on m'a dit, voilà, Monique, il y a la restauration où tu peux facilement t'intégrer et tout, voilà. Donc, j'aimerais comprendre, hein, je vois à peu près. Alors, je dois préciser généralement que lorsqu'on invite des personnes comme vous, parce que c'est pas toujours évident d'entreprendre déjà quand on est en France. Et aussi pour quelqu'un qui vient qui a le double espace, s'adapter, c'est pas tout à fait facile. Notre souhait généralement, c'est de pouvoir découvrir votre parcours, voir les écueils que vous avez pu dépasser et de susciter une certaine émulation, permettre à soit ceux qui ont perdu espoir ou ceux qui ont baissé les bras ou qui aimeraient aussi se lancer, de prendre aussi de l'appui sur ce que vous faites. Dites-nous, quand vous décidez de créer vous dites un mois après, vous ouvrez un restaurant ou vous avez repris un restaurant? Comment ça se passe? Non, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à travailler dans la restauration. Ah, vous travaillez dans la restauration? Oui. C'est pas la création tout de suite? Non, c'est pas la création Bien. tout de suite, non. Est-ce que c'est facile comme cela? C'est la même chose ou d'un pays à l'autre? On arrive, on travaille déjà. Je veux dire, est-ce que vous aviez déjà les réflexes qu'il faut, tout ce qu'il faut comme aptitude pour vraiment être à l'aise dans la restauration ici? Pour être à l'aise dans la restauration, oui, c'est facile. Pour travailler dans la restauration, c'est facile. Mais la gérance, c'est une autre chose quand même. D'accord. Aujourd'hui, vous gérez? Aujourd'hui, j'aimerais gérer, oui. Aujourd'hui, je suis dans la gérance puisque j'ai créé mon entreprise. Racontez-nous donc, en fait, comment vous faites pour créer votre restaurant? En fait, c'est parce que j'ai commencé, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire... j'ai travaillé dans l'administration, j'ai travaillé pour les personnes âgées, c'est-à-dire l'aide à la personne, et voilà. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 12 ans quand même. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce dont je voulais. Je voulais être en quelque sorte libre. Je n'acceptais plus d'être sous l'autorité de quiconque que ce soit. Donc, je me sentais vraiment déjà étouffée. Et moi, quand je me sens étouffée, j'ai l'impression que je vais exploser. Alors, pour ne pas exploser, je dis... Voilà, je dis, il faut que je prenne du temps, il faut que je prenne du recul et tout. Et essayer de voir ce que moi, j'aimerais vraiment faire. Alors, dit comme cela, ça a l'air simple. Laissez ce que vous faisiez avant l'administration et créer une justement, sans forcément faire du voyeurisme ou rentrer dans l'intimité, dans les méandres des subtilités. De manière, on veut découvrir dans les grandes lignes. Vous partez de l'administration et à la création d'un restaurant. On commence comment? Vous commencez par quoi? Et c'est quand même passé plusieurs mois, hein. Parce qu'après cela, il fallait que je me mette au chômage. Donc, je me suis mise au chômage. Avec le chômage, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis rapprochée de Pôle emploi. Et après cela, on m'a demandé de faire le bilan de compétences. À travers ce bilan de compétences, il y a plusieurs points qui sont ressortis, comme quoi j'ai vraiment montré en quelque sorte, parce que c'est des psychologues qui essayent de voir un peu à travers ton parcours, à travers certains tests. Qu'est-ce qui ressort dans les grandes lignes de cette Des grandes lignes, il ressort que j'ai besoin de gérer, que je ne veux plus être sous l'autorité. Alors, on a compris que madame ne veut pas être commandée pour
paraphraser comme cela. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est il y a le fait de ne plus vouloir être sous l'autorité, il y a le fait d'avoir des compétences et les réseaux et les moyens même économiques. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, il a fallu maintenant, puisque il fallait définir le projet. Le projet, puisque je ne voulais plus être sous l'autorité, mais qu'est-ce dont je veux donc faire? Ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est faire à manger. Et je l'avais déjà fait depuis le Cameroun, donc, et même ici, quand je suis arrivée, c'est ce que j'aime faire. Bien. Et j'aime recevoir les gens. Vous aimez recevoir les gens et faire à manger, cela ne vous donne pas forcément les compétences pour pouvoir gérer et organiser, orchestrer en fait une création d'entreprise. C'est là où je voudrais voir en fait les étapes par étape pour éclairer ceux qui nous écoutent ce soir. Comment vous faites à ce moment-là? Oui, tout à fait. Maintenant, il fallait se rapprocher et faire la formation en création d'entreprise. Pour cela, je me suis rapproché d'un conseil, d'un cabinet de conseil qui m'a scotché en quelque sorte, puisque j'ai fait des cours, j'ai pris des cours avec eux. Voilà, à travers cela, nous avons fait pas à pas les statuts, après les statuts, le business plan et tout. Et maintenant, aller sur le terrain, voir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain et exactement se situer où on voudrait s'établir. Ça prend combien de temps tout cela? Oh, ça prend vraiment beaucoup de temps, hein, je vous assure, ça prend du temps. Mais moi, comme je savais déjà ce que je voulais faire, donc on vous dit, il faut voir avec Pôle emploi. Pôle emploi vous dit, voilà, allez à la chambre de commerce et de l'artisanat. Et vous y allez là-bas, vous prenez des rendez-vous. Ça prend vraiment du temps. Il faut être patient. C'est ce que je peux dire. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à ce moment, nous recevons donc Madame Monique Huithmeyer qui est donc en cours de création. Elle a dit que son restaurant ouvre le 15 février prochain. Notre souhait de la recevoir ce soir, c'était de découvrir en fait le parcours qui, on sait, n'est pas toujours très simple en fait de création d'entreprise. En fait, elle nous dit qu'elle part de l'administration, des soins à la personne. C'est parce que je lis sous son contrôle si je me trompe. Et aujourd'hui, elle prend les rênes en fait d'un restaurant qu'elle crée de toutes pièces. On a compris que bien avant cela, originaire en fait du Cameroun, vous avez eu quand même déjà à travailler dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, on essaie de comprendre comment vous arrivez donc en fait à la création de votre structure. Vous disiez donc tantôt que vous êtes prise par la main par un cabinet de conseil ou de gestion en fait. Tout à fait. Voilà, et par la suite, Pôle emploi vous accompagne. Il y a un aspect non négligeable, c'est maintenant les fonds. Comment vous faites pour trouver de l'argent? C'est tout le problème. Hein. Justement parce que, je pose cette question parce que dans le passé, nous avons eu à recevoir aussi d'autres qui ont essayé comme vous, mais qui sont butés à la difficulté du financement. Dans votre cas, comment c'est passé? Ah ouais, tout ça, c'est tout le problème, trouver le financement. Parce que quand vous voulez créer une entreprise, on vous dit, voilà, pour l'enregistrement de votre entreprise, il faudrait que vous ayez des statuts. Une fois que vous avez des statuts, on vous dit que pour l'enregistrement de ces statuts, il vous faut un local. Là, on est dans l'administratif. On est encore dans l'administratif. On vous dit il faut un local. Une fois que vous avez le local, ça veut dire que vous signez votre contrat. Et après ce contrat, donc vous pouvez vous déposer vos statuts au greffe. Et voilà, et c'est le greffe qui vous donne le cabis. Bien, là c'est l'administratif. Moi je vais insister, j'ai posé la question, mais alors je précise que ce n'est pas du voyeurisme ce que nous faisons dans le parcours d'une entreprise. Nous voulons avoir ce que vous pouvez nous donner ce soir à nos auditeurs comme soit des filons, soit on va dire des pistes pour dépasser les écueils qui peuvent se présenter pour un jeu d'entreprise. Comment on fait pour avoir de l'argent pour créer un restaurant, dans votre cas? Dans mon cas, il faut déjà avoir son propre financement, ses fonds propres. Et ça représente quoi en termes de pourcentage sur ce qu'il vous fallait au final?
en- 50%, 70%, 10%? ça dépend du projet que vous avez. En votre cas, par exemple? Dans mon cas, je cherchais en fait de 50 000 euros. Ah, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Vous avez pu les trouver? Il faut trouver ces 50 000 euros. Donc, ça fait que pour acheter déjà le fonds de commerce, Ouais. ça demande de l'argent. Hein. Sincèrement, D'accord. ouais. Vous avez pu les trouver? Ou difficilement? Difficilement, je vous Difficilement. assure, oui, difficilement. Félicitations, vous Ouais. avez pu le faire. Donc, le restaurant Difficilement. va ouvrir donc le 15 février prochain, ce sera où? Ce sera à Saint-Étienne. Pourquoi pas à Lyon? La question, je l'ai posée, mais dès qu'on revient dessus. Pourquoi ne pas créer à Lyon ou dans le Lyonnais? On a besoin aussi des restaurants, j'imagine que les exotiques, j'imagine. C'est ça ou c'est pas ça? C'est les deux en fait. Les deux. Oui, c'est Des restaurations classiques, exotiques aussi. traditionnel et exotique, oui. D'accord. Donc, pourquoi on n'a pas créé à Lyon? À Lyon, j'avoue quand même que c'est déjà un peu le milieu un peu déjà saturé. Et à Saint-Étienne, je ne dis pas qu'il n'y a pas Il y a de encore d'espace. il n'y a pas de commerce, de restaurant exotique, mais il manque vraiment ce que moi je propose. C'est différent de ce qu'on Justement, en trouve quoi déjà à c'est différent? Saint-Étienne. À Saint-Étienne, ce qu'ils ont là-bas, c'est en termes de restauration exotique. Quand je parle des restaurations exotiques, c'est-à-dire je parle aussi africain et tout. On trouve des restaurants qui sont en quelque sorte des épiceries. C'est-à-dire, en même temps, c'est l'épicerie. En même temps, ils font juste à manger et les gens se mettent debout. Ils boivent leur bière. On peut imaginer. C'est pas ce que moi je leur propose. Je leur propose un cadre vraiment agréable où ils peuvent venir s'asseoir et Oui. passer du bon temps. Pas se mettre debout comme ça se passe ailleurs. Hein. Vraiment, On en parlera parce que ailleurs, on va essayer de rester dans ce que vous proposez aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un point. Vous l'avez un peu dit, mais quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours-là? le financement. Le financement, vous avez pu l'obtenir? Le financement, là, normalement, quand vous montez un projet de ce genre, ici à Lyon, c'est la RDI qui doit vous accompagner pour ce genre de projet. Donc, ça dépend aussi du coût de votre projet. Voilà. Par exemple, moi j'avais besoin de 50 000 euros. C'est pas rien. C'est pas rien. Je me suis adressée à Saint-Étienne, ce n'est plus RDI, mais c'est Initiative Loire, une autre D'accord. structure de financement qui, Ça a normalement, été simple ou pas du tout? octroie un crédit à taux 0%. Bien. Et ce taux à 0%, c'est l'État, normalement, parce qu'il représente l'État. Et donc, c'est l'État qui doit vous donner vous accorder ce financement à taux zéro. Vous l'avez obtenu, vous? Je ne l'ai pas obtenu, tout simplement, Comment vous avez fait pour contourner dans la difficulté? je ne l'ai pas obtenu. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Je me suis adressée à ma banque. D'accord. Qui vous a accompagné? Je me suis accordée à C'est ma pas banque. souvent le cas. Mais pour une fois, votre banque ou une banque a suivi. Oui, mais ce que je veux dire un peu, Précisez, c'est dites-nous. que au niveau, c'est-à-dire quand on dit que l'État vous accompagne, normalement, quand on regarde votre business plan, il est censé être celui que vous avez mis en place avec le comptable. Or, quand vous arrivez devant la commission vous dit que ce business plan, il n'est pas faisable. Et or, quand en faisant ce business plan, on s'est appuyé sur des études macroéconomiques qui sont sur place. Nous, on s'est appuyé sur les études qui ont été faites par la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Alors, du jour au lendemain, on vous dit que non, c'est pas normal, que ce n'est pas faisable ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je dis que c'est faisable. Et au final, que s'est passé? Et au final, j'ai pas obtenu le financement d'Initiative Loire que je déplore vivement parce que quelque part, l'État dit qu'il devrait vous aider. Il vous aide, mais en même temps, c'est ces mêmes gens que l'État met à
à votre... On reviendra dessus dans la deuxième partie de ce magazine, en fait, pour montrer les difficultés qui sont soit forcément inhérentes, soit à l'entrepreneuriat ou aussi à certaines populations qui, souvent, n'ont pas toujours, on va dire, le bon profil pour cette... Maintenant, pour passer à l'autre phase d'aujourd'hui, pour découvrir ce que vous nous offrez, parce que nous avons les contraintes de temps pour comprendre, quand on vient chez vous, qu'est-ce qui est intéressant? C'est quoi la valeur ajoutée de votre structure par rapport à celle qu'on connaît habituellement? La valeur ajoutée à ma structure, déjà, c'est que je vais ouvrir à midi. J'ouvre déjà à 7h30. À 7h30, il y aura des cafés. Tout simplement parce qu'il y a des parents qui accompagnent leurs enfants à l'école à cette heure-là. Donc, ils peuvent s'arrêter pour prendre des cafés. Il y a aussi des artisans qui peuvent aussi s'arrêter pour prendre leur café. Bien. Ouverture le matin pour le café. Oui. Maintenant. Et à midi, voilà, à midi, il y a des menus. À midi et le plat du jour aussi à midi. Ce que moi je dois découvrir, c'est justement parce que quand on voit une dame comme vous, on s'imagine que votre cuisine aura une touche, on va dire, un peu différente de ce qu'on mange de manière classique. Qu'est-ce qui peut donner envie? Pourquoi venir chez vous et non chez vos voisins qu'on trouvera là-bas en Loire-Atlantique, en Loire autant pour moi? Déjà au niveau où mon restaurant est situé, je suis presque la seule aux alentours de moi. Il n'y a pas un restaurant de ce type. Donc, il y a cette curiosité qui va pousser les gens à venir voir ce que moi je... Justement, voilà. moi j'insiste, c'est quoi la curiosité? La curiosité, c'est que je vais utiliser des épices que d'autres n'utilisent pas. Et c'est quoi comme saveur? on veut donner envie pour que ceux qui sont ce soir peut-être qu'ils viennent découvrir, ou peut-être moi aussi qu'ils viennent découvrir, parce que moi j'ai envie de dire, je suis dans le Lyonnais, il y a des restaurants afro à Lyon, pourquoi venir jusqu'à Saint-Étienne pour dire que bon, on comprend que vous n'avez pas pu trouver un local à Lyon, ça c'est un peu, enfin c'est dommage. C'est aussi bien pour nos amis de Saint-Étienne. Pourquoi venir jusqu'à Saint-Étienne pour manger dans votre restaurant? Par rapport à la diversité des plats. D'accord, très bien. En tout cas, félicitations pour votre parcours. Je vous en prie. On espère qu'il y aura une autre occasion pour aller découvrir en fait les différents menus et voilà, trouver la véritable valeur ajoutée de ce que... Parce que vous me l'avez dit en parlant de l'émission, mais j'aurais mieux que vous le répétiez pour nos auditeurs ce soir. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Merci. Et donc, c'est quoi l'adresse? Ça s'appelle l'arrobase, mon restaurant. L'arrobase s'appelle comme cela. L'arrobase. Voilà. L'arrobase. On viendra donc à l'arrobase pour découvrir en fait ce que vous concoctez. Et puis, que dire? L'arrobase se trouve où? Il est aux 2 rue du Jeu de l'Arc à Saint-Étienne. Bien. En tout cas, félicitations pour votre parcours. On sait que c'est pas tout simple. C'est pas tout simple en fait de pouvoir se faire une place dans cet univers en fait où aussi il y a d'autres qui existent. Félicitations. On va passer dans la deuxième partie de notre magazine en fait pour découvrir ce que la MOM nous réserve. Félicitations encore Madame Monique Wittmeyer. Merci beaucoup. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, comme cela s'est dit, c'est dans le strict respect des lois de la République que nous allons débattre ce soir en fait sur ces populations ultramarines qui aujourd'hui semblent vouloir respecter ou plutôt voilà, faire usage de leur droit de vote parce qu'effectivement à l'observation ultramarin ou alors afro-français ou avec toutes les dominations qu'on leur connote souvent, c'est les populations qui ne sont pas toujours présentes dans le lieu de vote pour faire valoir en fait ce droit-là et pouvoir aussi faire le choix. Encore avec nous,
Pas encore. Avec nous ce soir, on a présenté toute l'équipe de Loïc Laplagne, qui lui est dans le président de la Maison des Outre-mer, et effectivement qui est là ce soir avec une équipe fort sympathique qui s'est renforcée. Je l'ai demandé avant, il y a une dame qui a pu les rejoindre. Marie-Claude, on la connaît déjà. Marie-Claude, bonsoir. Bonsoir. Dans le micro, Marie-Claude. Oui. N'ayez pas peur du micro, approchez du micro. Rebonsoir. Rebonsoir. Marie-Claude Pivert, qui est membre de la Maison des Outre-mer. La question, elle l'a posée au départ. Je le disais en pensant cette émission, en fait, ce sont des observateurs de la vie politique à Lyon. On considérait que la Maison des Outre-mer a offert, parce que mon expression n'est pas la mienne, a offert donc aux politiques lyonnais l'occasion de pouvoir vendre leurs projets. Que répondez-vous à cela d'abord? Bon. Bonsoir aux auditeurs. Je dis que c'est vrai qu'on a permis aux Outre-mer aussi de rencontrer ces différents candidats en lice dans la ville, à Lyon. Et en même temps, on a permis à ces politiques de faire, on va dire, est-ce qu'on va dire ce marché, mais de regarder un peu avec qui ils travaillent, avec qui ils ont affaire, quoi. Parce que malgré tout, on ne nous connaît pas dans le cadre de savoir si on vote ou pas, mais là, c'était une occasion pour eux et pour nous aussi en même temps. Bien. Pratiquement 2-3 semaines après, est-ce que vous êtes satisfait de votre événement déjà? Qui va se prêter au jeu de la réponse? Trisha? Moi, j'aimerais bien que les dames de ce groupe puissent répondre. Alors, moi, j'aimerais quand même revenir sur l'expression offert un électorat. Parce qu'en fait, si on a offert quelque chose, je pense que ça a été dans les années précédentes. Quand on a une véritable vision de ce que les candidats proposent, justement, ces voix ne seront pas offertes. Elles seront avec une vision, avec une décision, avec des convictions. C'est ce que nous sommes venus défendre, tout simplement, le fait d'être français. Nous votons, mais aujourd'hui, nous avons décidé de voter avec des connaissances et ne pas voter comme ça à l'aveuglette. Parce que peut-être que justement, auparavant, nous avons trop offert les voix. Bien. Peut-être que vous avez offert les voix, parce que aussi, la question, elle allait venir un peu plus tard, mais est-ce que des consignes de vote ont été données déjà? Je pense que... On est sans tabou. Après, ne regardez pas le président. Non. Je pense que nous faisons confiance, en fait, à chaque personne qui s'est déplacée. Parce que le fait même de se déplacer en semaine, comme ça, surtout pour nous, qui sommes habitués à la chaleur, en général, quand c'est la semaine, on aime bien rentrer très, très vite, se mettre au chaud. Donc, quand on se déplace comme ça, on montre aussi qu'on est actif, qu'on n'a pas envie finalement de laisser passer les choses. Et donc, la suite, nous faisons confiance à chaque personne qui a pris cette décision, ce jour-là, de se déplacer, d'entendre et de poser des questions et de participer activement à cet échange. Trisha, je l'aurais compris, donc en fait, le président Loïc Laplagne ce soir s'est déplacé avec Trisha, qui, de ce que nous avons échangé, a fait de la radio. Et j'ai l'impression qu'elle a bien défendu son équipe, mais moi, je n'ai pas eu la réponse. La question, c'est de savoir est-ce que les consignes de vote ont été données. Je n'ai pas vraiment eu la réponse. Apparemment, donc, il y a David Favel qui voudrait répondre. Oui, donc la réponse est non. La réponse est non, très clairement. Nous ne donnons aucune consigne de vote. D'ailleurs, la MOM elle-même n'est pas... comment je dirais ça nous ne sommes pas partisans. Notre seule volonté était effectivement de mettre face à face les ultramarins et les décideurs de la cité, les futurs élus, chose qui était visiblement inédite dans la ville, à tort pour moi, pour nous tous d'ailleurs. Effectivement, il est temps, je pense, pour les ultramarins, pour tout le monde en général, de toute manière dans la vie citoyenne, mais pour les ultramarins, vu que nous sommes la Maison des Outre-mer, de participer et de nous aussi donner notre voix, dans tous les sens du terme, dans le débat.
Bien, c'est David Favel, membre du bureau, si je me trompe. Vice-président. Vice-président. Ah bon, dis donc, comme pour dire, voilà, c'est le sommet donc de la MOM. Il insiste. Non, c'est pas péjoratif. Hein. Et moi, je m'adresse aussi, j'allais dire un petit jeune, aux jeunes qui est Lidoni, qui est là ce soir en fait, parce qu'il est important pour nous de pouvoir comprendre un tout petit peu le fond de la démarche. La rencontre a été, pour vous, dès que je l'ai compris, c'était un succès. Pour la suite, vous qui êtes jeune aujourd'hui, qu'est-ce qui va suivre? Alors la suite, la prochaine étape, c'est bien entendu les élections. Donc je voudrais ajouter que la MOM, la Maison des Outre-mer, n'a pas vocation à être paternaliste ou à donner des consignes. On est simplement là pour être une structure de représentativité, mais pas une structure qui donnera des consignes ou qui tiendra la main des ultramarins, voilà. Donc pour la suite, je pense qu'on l'a compris que les ultramarins, qui je rappelle, nous sommes 70 000 dans la seule région lyonnaise, dans la seule ville lyonnaise, voteront et en leur âme et conscience. Donc voilà, pour moi c'est ça la prochaine étape. Ils voteront en âme et conscience, je l'entends, mais je dois préciser effectivement que ce vote-là, dans le passé, semblait ne pas être toujours quelque chose de réel, au sens où c'est les populations qui se disqualifient souvent par anticipation, avec pour excuse, voilà, on ne pense pas à nous, c'est pas la peine d'aller voter. Je m'adresse maintenant en fait à Loïc Laplan même. La question que je voulais poser à Loïc, c'est de savoir, ils étaient présents ce soir-là à votre appel. Est-ce qu'ils iront voter sérieusement? Est-ce que vous avez le sentiment que ces personnes iront voter? Généralement, les études, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que quelqu'un qui vote revotera plus que quelqu'un qui n'a jamais voté. Là, c'était l'occasion de mettre en face des candidats avec des gens qui ne votent pas forcément. Et effectivement, les candidats ont exprimé pas leur vision, mais ce qu'ils savaient du sujet, des besoins et des attentes des ultramarins. Et effectivement, est-ce qu'ils ont été convaincants? Et c'est là que nous mettons simplement face à face des électeurs et des candidats. Nous, ce soir, en fait, dans cette émission, si on vous donne la parole, il faut le préciser, c'est parce que la citoyenneté, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, en fait, que lorsqu'on a un droit, il est intéressant d'en faire usage. Et nous encourageons effectivement, en fait, les populations, toute population française, en fait, d'aller faire ses devoirs et d'user de ce droit, qui est le droit de vote. Cela permet de contribuer au choix de ces décideurs. Et donc, par votre démarche aujourd'hui, outre le fait de demander, d'encourager les ultramarins à aller s'intéresser, en fait, à questionner les futurs décideurs si ils venaient à être élus. Au-delà de la démarche, en fait, que recherchez-vous précisément? Au-delà de la démarche, c'est effectivement, il y a eu 8 mois de préparation. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça. On ne les a pas invités un mois et demi avant les élections. Et ayant rencontré les têtes de liste ou leurs colistiers, leur équipe, leur directeur de cabinet, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas les ultramarins. Pour eux, on était des Français arrivés, bien intégrés, et on n'avait pas des besoins spécifiques. On n'avait pas des attentes bien particulières. Et donc, ça a servi de rencontrer des décideurs. On les a rencontrés et on leur a exprimé qui on était et qu'on avait effectivement une entité culturelle spécifique avec des attentes spécifiques, tout en restant français. Je tiens à préciser ce soir-là, en fait, effectivement, on parlait de la DOM et que la DOM est encore bien effective. C'est une maison, c'est une mise au point, effectivement. La DOM existe toujours. Elle existe toujours. Que nous avons eu M. Perrault. Oui, nous avons Renaud Père, qui est le responsable en fait au niveau départemental en fait de cette structure là. Non, excusez-moi, non, Perrault, monsieur Perrault, je pensais que vous parliez du candidat de la DOM, Renaud, c'est monsieur Perrault, exact. Voilà, qu'il est toujours bien présent. Et donc visiblement il y a Malcolm qui voulait prendre la parole. Dans un souci de justice morale, je voulais reprendre un peu. Tous les candidats n'ont pas le même niveau de connaissance concernant le sujet des ultramarins.
parce que certains avaient déjà une certaine connaissance du sujet. Alors, et c'est là où je voudrais donc revenir sur ce qui se disait ce soir-là. En fait, comme j'étais présent, visiblement, moi j'ai eu l'impression que la MOM voudrait qu'il y ait une sorte, passez-moi l'expression, de discrimination positive. C'est ce que vous demandiez. Dit comme ça, j'en ai pas l'impression. C'est même pas une impression, c'est que c'est un... Là, vos propos sont erronés. C'est une impression. Voilà, non, en fait, si vous voulez, on vient de territoire, d'accord ? Nous venons de territoire dans le cadre d'une mobilité ancienne, nouvelle, comme en l'occurrence notre jeune ultramarin ici présent, Ludoni. Et quand on arrive ici, on se retrouve avec des difficultés, on rencontre des difficultés. Et en étant, donc, quand vous prenez ça subsumé, c'est-à-dire compris dans son ensemble, ces populations, effectivement, elles doivent défendre un intérêt commun. Et cet intérêt commun, effectivement, nous, la Maison des Outre-mer, nous sommes là pour la faire valoir quelque part. Donc voilà. Et donc, il n'y a pas de préférence, de discrimination positive, pas du tout. Je voudrais rebondir. David Favel. Oui, je voudrais rebondir. Je veux même aller plus loin. Madame a parlé avant nous. Excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom. Elle s'appelle Monique Huismeyer. Voilà, Madame Huismeyer est l'exemple même de ce que nous souhaitons fondamentalement. C'est-à-dire que elle est arrivée, elle a fait face à des difficultés, elle s'est prise en main, elle s'émancipe d'une certaine condition. Je l'espère, je sens qu'elle est sur cette voie. Et c'est ce que nous voulons, nous souhaitons pour nos ultramarins, pour nous-mêmes. Plus que de faire de la discrimination positive, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que tous les ultramarins soient acteurs de leur destin et se prennent en main. Plus que d'attendre que qui que ce soit nous donne quoi que ce soit, nous les invitons à prendre ce qu'ils ont à prendre. Voilà. Et pour répondre directement à la question que vous avez posée tout à l'heure, ce que nous voulons, nous, en finalité, premièrement, effectivement, on est dans une relation où on met à disposition, on met en relation les gens, mais on a demandé techniquement notre but en premier, pour commencer, c'est d'avoir notre maison des Outre-mer, un lieu où nous pourrons accueillir nos ultramarins et faire un certain nombre d'actions et mener un certain nombre d'actions. C'est le numéro 1 dans notre liste de développement futur. Obtenir la maison des Outre-mer, qui sera le point de départ de la mise en place d'un certain nombre d'actions qui pourra permettre aux nôtres de se voir, d'échanger, de communiquer, de s'entraider, voilà, de travailler à leur émancipation. David Havel, j'entends ce que vous dites, mais dites-vous qu'en étant, on va dire, observateur, voilà, de cette démarche qui est la maison des Outre-mer, qui est fort louable au sens où, effectivement, c'est une démarche citoyenne d'incurager, d'inciter les candidats, les Français, les citoyens, de pouvoir faire usage de leurs droits. Et c'est aussi un devoir, en fait, d'aller voter. C'est tout à votre honneur. Mais le point sur lequel vous voulez revenir, c'était l'aspect où, effectivement, on a l'impression que c'est dégagé, c'est que les ultramarins souhaitent avoir certains dispositifs en tant que population française qui n'ont pas forcément les mêmes avantages. On parlait par exemple de la garantie lorsque... Oui, je vois où vous voulez en venir. Allez-y. Je vois. Oui, je commencerai la réponse, mais je pense que toute personne va enchaîner. Ce que je peux dire déjà, c'est que effectivement, de fait, sur le terrain, nous sommes confrontés à un certain nombre, effectivement, d'écueils. Nous avons beau être français, nos spécificités, je dirais déjà notre couleur, on va pas se mentir, et un certain nombre d'autres faits, l'éloignement de notre base, de nos origines, on va dire, au niveau géographique, pose un certain nombre de problèmes techniques sur le territoire, effectivement, qu'on a mis sur le tapis, qui est que, par exemple, quand nos étudiants arrivent, pour le logement, pour le cautionnement, pour un certain nombre de choses qu'un Français moyen peut obtenir et que pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, ce sont des choses techniques. Et la DOM répond partiellement aussi à ça. Partiellement, oui, partiellement, certainement. Nous considérons qu'il faut faire plus. C'est ce qui j'appelle en mes termes la discrimination positive. Je maintiens, je te laisse enchaîner Trisha, je maintiens juste que certainement, vous l'appelez discrimination positive, nous disons que c'est plus de, comme diraient les anglo-saxons, de l'affirmative action. C'est que nous affirmons par nous-mêmes. Je te laisse continuer. Alors moi, je pense que
il n'y a pas de faveur qui est demandée. Il n'y a aucune faveur qui est demandée. Tout simplement, nous voulons juste abattre certaines barrières que nous avons à franchir. Lesquelles? Comme on dit, la barrière de la distance fait que quand on arrive, quand on arrive sur le sol métropolitain, eh bien, nous avons certaines difficultés. On a pu relater, par exemple, une jeune étudiante de Mayotte qui n'était pas répertoriée à la CAF française, tout simplement, parce que la CAF de Mayotte en elle-même n'est pas répertoriée du tout. Donc, comme le lien n'est pas fait de département à département, tout ce que nous sommes venus défendre, en fait, c'est que le lien soit fait de département à département, de la même manière que le département de Bordeaux communique avec celui de Paris ou avec celui de Lyon, et de la même manière, d'ailleurs aussi, puisque vous savez peut-être pas que beaucoup de Français qui sont dans des lieux un peu éloignés, on va dire ce qu'on appelle les campagnes, défendent également les mêmes droits pour les étudiants, parce qu'ils ont aussi des difficultés liées à l'éloignement, aux zones blanches et sous beaucoup d'aspects. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de notre magazine, mine de rien. Donc, en fait, le temps qui nous est imparti arrive inexorablement donc, à son thème. Il nous reste à peine 2-3 grosses minutes. Et celle qui n'a pas beaucoup parlé ce soir, c'est Marie-Claude Pivert. Marie-Claude, qui généralement n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une dame. Et ce soir, le souhait pour nous aussi, c'est de pouvoir l'écouter. Elle fait figure, je vais dire comme cela, d'ancienne Marie-Claude. Lorsqu'on observe en fait ce qui est posé sur la table aujourd'hui par la Maison des Outre-mer, on a l'impression que c'est la discrimination positive. Marie-Claude, que répondez-vous à cela? Alors, moi, je ne sais pas si je dirais une discrimination positive, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, il y a des choses que nous avons observées depuis quelques années, bien sûr, qu'il y a des choses qui ne sont pas quand même dans l'ordre des Outre-mer, des Outre-marins. C'est-à-dire qu'il y a des choses que... On a l'impression, malgré tout, que nous sommes des personnes à part. Bien, c'est dit. Marie-Claude, la parole. Donc, maintenant, c'est quoi la suite? En 2 minutes, il nous reste à peine 2 minutes. Quelle va être la suite? Donc, je vais prendre la parole. La suite... Ah, le président. Voilà, nous voulons obtenir déjà, comme a dit tout à l'heure David, c'était d'avoir notre maison des Outre-mer. Pour une maison des Outre-mer, en tant que structure, et il faut la définir. Donc, effectivement, on a rencontré les candidats. Qu'est-ce que c'est la maison des Outre-mer? Mais pour pouvoir l'obtenir, il faut la définir. Et la définir en tant que modèle économique. Qu'est-ce que c'est un modèle économique? Quel est notre projet? Quels vont être ces objectifs sociétals et économiques? D'accord, c'est retombé. Là, les maisons des Outre-mer. Ouais. Oui. Cet échange avec donc, les politiques, qu'est-ce que vous aurez promis en retour, Loïc Laplagne? Je n'ai rien promis du tout. Ah, c'est une question. Hein. Non, je n'ai rien promis. En retour. En retour, j'avais promis de les rencontrer de nouveau après leur élection. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Mine de rien, nous avons fait. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On va remercier également Monique Huitmeyer d'avoir fait le placement. Merci d'être venu nous parler de votre parcours. Merci à Léonie. Merci. La relève qui est présente. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Ok, très bien. Marie-Claude, qui fait figure d'ancienne, qui a été très ponctuelle ce soir. Merci d'être venue, Marie-Claude. Oh oui, comme d'habitude. Attention. Ça ne pose du tort. Et au président Loïc Laplagne. Oui, mais... On espère que ça va pouvoir encourager les ultramarins à aller voter. Il faut voter et nous avons aussi des candidats. Il y a des candidats ultramarins. On ne parlera pas de ce soir parce qu'effectivement il faut un équilibre. Merci à David Favel d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Trisha Roots. Voilà. Merci d'être venu. Roots pour rappeler les racines. D'accord. Et à Malcolm également, merci d'être venu. Merci. Notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté donc une information supplémentaire par rapport à l'actualité. Il y a de cela quelques minutes. On se retrouve mardi prochain pour notre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la